En Sciences 9, au module B, nous parlons de la matière. La matière est formée d'un très grand nombre de particules. L'étude de ces particules et leur division s'appelle la chimie. À travers les siècles, beaucoup de scientifiques ont essayé d'étudier la chimie. Beaucoup ont eu du succès, mais n'étaient pas très sécuritaires dans leur façon d'étudier. C'est ce qui a donné naissance au système d'information sur les matières dangereuses utilisé au travail. Ce système permet d'avoir des icônes qui nous disent si un produit est dangereux, inflammable, explosif, etc. Petit rappel de 8e année. Une substance pure, c'est une substance avec un type de particules, tandis qu'un mélange compte deux ou plusieurs types de particules. Dans les mélanges, nous avons les mélanges mécaniques, c'est-à-dire qu'on voit la séparation entre deux particules, et les solutions où on ne voit pas qu'il y a plus que deux particules. Souvenons-nous aussi que les particules sont attirées. Certaines sont très attirées ensemble et d'autres moins. Et les particules sont toujours en mouvement. Aussi, quand on les chauffe, elles bougent beaucoup plus vite. Quand les scientifiques ont étudié toutes les particules, ils ont envie de classer la matière. Un des premiers classements était de dire le mélange est hétérogène, mécanique ou homogène. Donc les scientifiques ont fait ce premier classement en deux catégories. Cependant, quand ils ont étudié les mélanges homogènes qui avaient deux choses, ils se sont rendus compte qu'il y avait plusieurs sortes. Il y a le mélange mécanique, la suspension et le colloïde ou l'émulsion. Dans un mélange mécanique, on voit clairement les deux types de particules, par exemple comme dans le granit. Cependant, dans la suspension, c'est plutôt dans un liquide. Quand on mélange, on pense que c'est une solution, mais quand on laisse se reposer, les particules descendent vers le bas. Pour ce qui est du colloïde ou de l'émulsion, ce sont des particules très fines. C'est en fait une substance qui se mélange très bien à une autre. Il est presque impossible de les diviser. À l'œil nu, c'est un peu comme la mayonnaise, à laquelle on a ajouté un émulsifiant afin que les particules de gras ne se séparent pas des autres particules. La matière peut subir des changements. Dans les changements de la matière, on retrouve les changements d'ordre physique, c'est-à-dire la forme de l'objet change, par exemple si je le casse, ou les changements d'état, quand l'eau est solide et passe à l'état liquide, puis quand on la réchauffe encore à l'état gazeux. Il y a un changement d'état. Mais les changements peuvent aussi être chimiques, et c'est ce qui nous intéresse au module B. C'est-à-dire qu'il y a des changements dans la substance. Il y a création de nouvelles substances lorsqu'il y a un changement chimique de la matière. Ce changement est irréversible la plupart du temps, tel un papier qui brûle. Nous allons donc nous intéresser aux changements chimiques. Pour mieux comprendre la chimie, il faut d'abord connaître les propriétés de la matière que l'on observe ou que l'on étudie. Les propriétés, ce sont les caractéristiques. Par exemple, la couleur, la forme font partie des caractéristiques, mais aussi la texture, le goût, l'odeur ou autres. De plus, il faut comprendre de quoi est faite la matière. Or, rien ne se voit dans la matière. En tout cas, les particules sont pas visibles nécessairement à l'œil nu. Il fallait donc que les scientifiques divisent la matière jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus le faire. Quand ils ont divisé la matière, ils ont découvert des éléments, puis que ces éléments étaient formés d'atomes, et que l'atome avait des neutrons-protons et des électrons. En étudiant la matière de très près, les scientifiques ont découvert deux lois très importantes. La première est la loi de la conservation de la masse, c'est-à-dire que même si une substance subit un changement chimique, sa masse reste la même. Disons qu'on a une matière qui a une masse de 10 grammes. Si elle est composée de deux éléments, et que le premier élément pèse 2 grammes, le deuxième doit peser 8. Même si ces éléments sont composés de plusieurs atomes, tous les atomes ensemble vont donner la masse de 10 grammes. La deuxième est la loi de la proportion, c'est-à-dire que la matière a un certain pourcentage d'éléments
d'une substance et de l'autre, et que ces pourcentages ne changent jamais. Voyons maintenant comment est formé l'atome. Tout d'abord, au milieu, il y a son noyau, qui est formé de protons et de neutrons. Comme l'indique son nom, les neutrons sont neutres, alors que les protons sont positifs. Autour du noyau, en orbite, il y a des électrons. Les électrons sont négatifs et ils tournent autour d'orbites. Un scientifique du nom de Bohr a déterminé que le premier orbite avait au maximum 2 électrons, tandis que le deuxième orbite en avait 8 comme le troisième. Voyons maintenant en détail ce qui a permis aux scientifiques de créer le système de classification pour s'y retrouver. La première classification qui existait était de dire que la matière était divisée en métaux, métalloïdes et non-métaux. Les métaux sont malléables, c'est-à-dire qu'on peut en faire une feuille si on les tape. Ils sont aussi ductiles, c'est-à-dire qu'on peut en faire des fils assez forts, et ils sont conducteurs d'électricité. Les non-métaux, quant à eux, sont ni malléables ni ductiles, car ils sont cassants à l'état solide, et ils ne conduisent pas ou très mal l'électricité. Voici un tableau des propriétés des métaux, non-métaux et métalloïdes. Le système de classification s'est ensuite un peu peaufiné. On a découvert les familles chimiques. Parmi elles, il y a les alcalins, qui sont des éléments très réactifs. La raison est que un de leurs orbites a un électron qui est seul. D'habitude, les électrons sont en paire, c'est-à-dire 2 par 2. L'électron libre rend alors l'élément instable, car il veut perdre ou gagner un électron pour avoir sa paire. Voici un tableau des métaux alcalins. Parmi les familles chimiques, il y a aussi les alkylotéreux. Ceux-ci sont beaucoup moins réactifs, mais ils réagissent tout de même avec différentes substances, par exemple avec l'eau. Une autre famille, ce sont les gaz nobles. Les gaz nobles sont d'abord des gaz et ils ont une réaction très très faible, presque nulle. Ils sont très stables. La dernière famille que nous allons voir sont les halogènes. Ceux-ci sont explosifs, un peu comme les alcalins, ils réagissent très fort. Cette réaction s'explique parce que leur électron veut absolument prendre l'électron de l'élément qui est en contact avec. Le système de classification ne s'est amélioré que quand M. Mendeleïev a créé son tableau périodique. Ce tableau, qu'on connaît tous et qu'on utilise à l'école, respecte certaines règles. Tout d'abord, tous les éléments y sont classés par leur numéro atomique, c'est-à-dire leur nombre de protons. Je vous rappelle qu'un atome doit être neutre, donc son nombre de protons doit être égal au nombre d'électrons. Donc quand tu connais le nombre atomique, par exemple du fluor 9, tu sais qu'il a 9 protons et 9 électrons. La deuxième règle respectée par le tableau périodique est que chaque famille chimique représente une colonne. Dans cet exemple, en rouge, nous avons les alcalins. La troisième chose respectée, c'est que les rangées, les lignes représentent les périodes, c'est-à-dire le nombre d'orbites selon Bohr. Dans le premier orbite, il y a entre 0 et 2 électrons. Dans le deuxième orbite, donc la deuxième rangée, il y a jusqu'à 8 électrons. Voici une vue du tableau périodique que vous connaissez. Il y a plus de 112 éléments que l'on connaît à ce jour. Ces éléments se combinent pour former la matière. Cette combinaison d'éléments s'appelle des composés. Nous retrouvons les composés chimiques et les composés ioniques. Prenons comme exemple l'eau, comme composé chimique. Elle est composée d'hydrogène, de 2 hydrogènes, le petit 2 veut dire qu'il y en a 2, d'oxygène, et si je le dessine, cela donne un atome d'oxygène pour 2 atomes d'hydrogène. Ce dessin s'appelle une molécule. Dans cet exemple, nous avons donc 2 éléments, l'hydrogène et l'oxygène, 3 atomes et finalement un seul dessin d'une molécule. Voici comment nommer les composés moléculaires. Vous retrouvez ces étapes dans vos livres.
Si je fais un exemple, pour le CO2, je prends le nom du deuxième élément, l'oxygène, je change la terminaison pour ide, ensuite je mets le préfixe di parce qu'il y en a deux, et je mets le carbone en dernier. Cela me donne du dioxyde de carbone. Parlons maintenant des composés ioniques. La particularité des composés ioniques, ce sont leurs électrons. D'habitude, un atome est neutre, c'est-à-dire qu'il a autant de protons que d'électrons afin d'assurer la neutralité. Lorsque deux éléments se mettent ensemble pour former un composé ionique, il y a soit une perte d'électrons ou un gain d'électrons. Dans le cas où l'atome a perdu un électron, c'est-à-dire qu'il a un proton de plus que d'électrons, donc il est chargé positivement. Dans le cas où l'élément gagne un électron, il a un négatif de plus, c'est-à-dire qu'il est chargé négativement. Dans les deux cas, cet atome s'appelle un atome ionique, c'est-à-dire qu'il conduit mieux l'électricité. Voici les étapes pour nommer les composés ioniques. Parlons maintenant des réactions chimiques. Une réaction chimique, c'est en fait quand les atomes se réorganisent. Rien ne se perd, rien ne se crée. Il y a effectivement seulement des transformations. Les transformations permettent de former différents produits. Voici quelques signes d'une réaction chimique. L'odeur peut changer, il peut y avoir une production de gaz ou une augmentation de température ou la production de lumière. Prenons l'exemple de l'expérience du vinaigre et du bicarbonate de soude souvent utilisé à l'école pour l'étude des volcans. Lorsqu'on écrit que l'on met du vinaigre avec du bicarbonate de soude, on trace une flèche qui représente la réaction chimique et cela donne les produits, l'acétate de sodium, l'eau et le gaz. Les premiers éléments que j'ai nommés sont des éléments chimiques. Voici comment écrire cette équation chimique. Les petits symboles entre parenthèses AQ signifient aqueux. S signifie solide alors que L signifie liquide. Pour l'expérience, mets du bicarbonate de soude dans un ballon, puis du vinaigre dans une bouteille en plastique vide. Ensuite, mets le ballon autour du bouchon du goulot de la bouteille. Puis verse le bicarbonate de soude qui se trouve dans le ballon dans la bouteille. Voici la réaction chimique. On voit très clairement qu'il y a la production d'un gaz. Effectivement, ce gaz, le CO2, gonfle le ballon. Dans les réactions chimiques, il existe deux sortes, exothermique et endothermique. Exo signifie extérieur, c'est-à-dire que la chaleur est relâchée vers l'extérieur. Tandis que endothermique veut dire intérieur. Lors de ces réactions, la chaleur est absorbée par les éléments. Chacune des réactions chimiques a un indice de réaction, c'est-à-dire la vitesse à laquelle la réaction se produit. Pour ralentir ou accélérer les réactions chimiques, nous faisons appel à des catalyseurs. Il existe des catalyseurs naturels, tels que la salive, qui commence la décomposition de la nourriture que nous mangeons. À l'opposé, les médicaments ont des catalyseurs qui permettent de ralentir la réaction. Il y a deux réactions chimiques que nous connaissons très bien. La corrosion en est un exemple. La corrosion, c'est quand les métaux entrent en contact avec l'air et l'humidité. Un exemple, c'est la rouille. Pour éviter la corrosion, l'humain met une couche de métal qui résiste. Ce processus s'appelle la galvanisation. Une autre réaction chimique est la combustion. Cette réaction chimique est exothermique, c'est-à-dire qu'elle produit de la chaleur et de la lumière. Pour bien réviser le module B, va à la page 170. Tu peux aussi faire les exercices de la page 171 et 172.